Si vous étiez coincé dans une maison avec des parents diaboliques et que vous entendiez un bruit étrange qui viendrait de l'intérieur des murs de votre chambre, que feriez-vous? Cette famille cache un sombre secret. Et plus Peter se rapproche de la vérité, plus les choses deviennent insensées. Je vais vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire et comment battre le monstre qui se cache dans le mur, dans la maison du mal. Les pires cauchemars de cet enfant sont sur le point de devenir réalité. Une semaine avant Halloween, Peter se réveille au milieu de la nuit quand il entend un étrange bruit de frottement qui provient du mur de sa chambre. Au début, il fait de son mieux pour l'ignorer et il se rendort. Mais c'est alors qu'il entend à nouveau le bruit. Et cette fois-ci, il semble se rapprocher. Terrifié, il saute du lit, allume les lumières et finit par se dire qu'il s'agit peut-être simplement de la brise qui souffle dehors. Il se retourne, s'approche du mur et se penche pour écouter. Il n'y a pas de bruit, mais il entend ce qui ressemble à une respiration. Et quand il frappe 3 fois sur le mur, ce qu'il avait entendu avant se reproduit. L'enfant va dans la chambre de ses parents, réveille sa mère, lui raconte ce qui s'est passé et lui montre le mur. Elle frappe dessus comme quelqu'un qui vient signifier un mandat de perquisition, mais elle n'entend rien. Et met ça sur le compte de l'imagination de l'enfant. Puis elle lui dit que c'est dans sa tête. Le matin, Peter se rend à l'école où il a du mal à se faire des amis. Il craint d'être harcelé et décide de rester dans la classe pendant la récréation, ce qui surprend sa nouvelle enseignante remplaçante, Mademoiselle Divine. Tout à coup, une araignée grimpe sur son bureau, et il recule en sursautant, terrifié. Mais la maîtresse capture l'arachnide dans un verre et aide le garçon à affronter ses peurs. Puis, elle relâche l'araignée par la fenêtre, sans la tuer. De retour à la maison, pendant que la famille dîne, Peter décide de demander à ses parents pourquoi il ne peut pas sortir pour Halloween comme les autres enfants de son âge. Son père lui explique qu'il s'y oppose parce qu'il y a quelques années, une fillette du quartier a disparu alors qu'elle sortait pour faire la tournée des bonbons, et elle n'a jamais été revue. Cette nuit-là, Peter reste éveillé dans son lit, une lampe de poche braquée sur le mur. Au bout d'un moment, il finit par fermer les yeux. Mais à ce moment-là, quelque chose commence à se frayer un chemin à travers le mur. Tout à coup, il entend la voix d'une petite fille murmurer son nom. Il commence à crier et appelle son père. Mais avant que celui-ci n'arrive, la voix avertit Peter de ne rien lui dire. L'homme entre et trouve son fils en train de fixer le mur, persuadé d'avoir encore entendu quelque chose. Mais après vérification, son père pense qu'il doit s'agir de rats. Et il dit qu'il a quelque chose pour s'en occuper. Ok, cette famille a un sérieux problème. Et je déteste être celle qui doit le dire, mais quelque chose me dit que nous n'avons pas affaire à Ratatouille ici. Tout d'abord, les rats ne frappent pas au mur en retour. Et ils ne chuchotent pas votre nom au milieu de la nuit, comme c'est le cas avec cette chose. De plus, on s'attendrait à trouver des traces de la présence des rats, comme des excréments autour de la maison, ou des sacs de nourriture percés dans la cuisine et le garde-manger. C'est probablement l'explication la plus plausible, mais sans aucune preuve tangible, nous ne pouvons pas encore exclure d'autres options. D'après ce qui s'est passé en classe, Peter semble avoir peur des araignées. C'est ce qu'on appelle l'arachnophobie. Mais ce qui peut vraiment faire peur, ce sont ces exercices de fraction de l'interrogation de maths. À voir sa réaction, il est tout à fait possible qu'il ne soit qu'un enfant nerveux à l'imagination débordante. Cependant, cette logique pose de gros problèmes. Est-ce que vous avez peur des araignées? Parce que l'arachnophobie est en fait très répandue dans le monde entier. Il n'est pas insensé de penser que quelqu'un de parfaitement rationnel puisse avoir cette phobie, en particulier un enfant de 8 ans comme Peter. Qu'il soit facilement effrayé ou non, de nombreux signes indiquent qu'il pourrait être confronté à quelque chose de plus dangereux que des rats, des araignées ou d'autres bestioles rampantes. Pour l'instant, tout porte à croire qu'il s'agit des premières étapes d'une attaque démoniaque. Par exemple, quand ça toque au mur, ça frappe toujours 3 fois. Dans le monde des enquêtes paranormales, entendre 3 coups n'est pas bon signe. Une croyance veut que ce soit un signe qui vous avertit que vous allez bientôt recevoir de mauvaises nouvelles, ou que vous-même ou quelqu'un de proche est décédé, ou le sera dans 3 jours, 3 semaines ou 3 mois. Quand il s'agit d'esprits démoniaques, on pense qu'ils frappent 3 fois pour se moquer de la Sainte Trinité. Et ça signifie que la famille n'a peut-être pas qu'un problème de rats. Les démons sont également connus pour s'en prendre spécifiquement aux enfants, en particulier à ceux qui sont émotionnellement vulnérables comme Peter ici. Il se sent seul à la maison et ne s'intègre pas à l'école, ce qui en fait une cible facile. Le fait que le démon lui parle avec une voix d'enfant signifie qu'il essaie de se présenter comme un ami potentiel, ce qui amènera Peter à baisser sa garde et permettra au démon de passer aux étapes suivantes du processus de possession. Il est également intéressant de noter qu'il utilise la voix d'une petite fille, comme celle de la fillette qui a apparemment disparu le soir d'Halloween il y a quelques années. Encore une fois, il pourrait s'agir d'une simple coïncidence. Mais quand on met tout ça bout à bout, on a une situation qui soulève plus que quelques drapeaux rouges pour quiconque est familier avec les méthodes de possession démoniaque. Si c'était moi à la place des parents de Peter, je prendrais toutes les mesures nécessaires pour m'assurer que mon fils et le reste de la famille soient en sécurité, même si les explications possibles semblent illogiques et improbables pour le moment.
Pour commencer, il devrait demander à l'enfant plus de détails sur ce qu'il a entendu exactement. Et une fois qu'ils auront obtenu ces informations et qu'ils auront commencé à faire des recherches, les signes avant-coureurs d'une attaque démoniaque deviendraient rapidement évidents. L'étape suivante consisterait à expliquer à l'enfant ce que vous soupçonnez qui est en train de se passer, et à l'avertir de ne pas interagir avec la voix de quelque manière que ce soit. Et ensuite, il faudrait le faire examiner par un médecin ou un psychologue afin d'exclure toute cause plus logique à ses comportements. Si ça ne fonctionne pas, il serait alors temps de se retourner vers les experts du paranormal et de l'emmener voir un médium ou un prêtre afin qu'il puisse voir si des esprits maléfiques ne se seraient pas accrochés à lui. Il vous donnerait alors des conseils professionnels sur ce qu'il convient de faire. Ils devraient également nettoyer la maison de toutes les énergies négatives et pourraient soit brûler eux-mêmes de la sauge, soit engager un guérisseur spirituel pour le faire officiellement. S'ils avaient une planche Ouija ou de vieux jouets qui se trouvaient déjà dans la maison quand ils ont emménagé et auxquels Peter se serait extrêmement attaché, il serait temps de s'en débarrasser au plus vite, parce que l'esprit pourrait s'en servir comme instrument pour communiquer avec lui. Enfin, comme papa est convaincu qu'il ne s'agit que d'un problème de rat, il devrait engager un exterminateur de parasites pour s'attaquer à la source de l'infestation. De cette façon, même si les coups continuaient, au moins cette explication serait écartée, et il pourrait se concentrer sur d'autres possibilités pour aller au fond des choses avant qu'il ne soit trop tard. Le matin, il emmène Peter dans la remise et lui fait prendre un sac de Morora. L'enfant dit que ça sent la cannelle, mais son père lui dit de faire attention, parce que tout n'est pas aussi doux qu'il y paraît. Ils emportent le sac à l'intérieur et répandent le poison en bas des murs. Peter s'énerve quand il se rend compte que le poison est destiné à les tuer. Pour le rassurer, l'homme lui dit qu'ils doivent se débarrasser d'eux parce qu'ils sont porteurs de maladies et qu'il faut parfois prendre des décisions difficiles pour protéger sa famille. Plus tard dans la journée, alors que Mademoiselle Divine fait la lecture à la classe, elle remarque que Peter a réalisé une peinture étrange qu'il représente dans sa chambre, entourée d'obscurité avec les mots « Aidez-moi » écrits sur le mur. Elle pense qu'il a peut-être des problèmes à la maison et décide de passer chez lui après l'école pour rencontrer ses parents. La mère du garçon répond à la porte, mais elle semble distante et méfiante, comme si elle avait quelque chose à cacher. C'est alors qu'elle lui montre le dessin, mais la femme se contente de mettre ça sur le compte de l'imagination débordante de son fils, avant de mettre brusquement fin à la conversation et de fermer la porte à clé au nez de l'enseignante. Ok, cette femme est suspecte. J'ai l'impression qu'il se passe quelque chose derrière ces portes qu'elle ne veut pas que les autres sachent. Et si Mademoiselle Divine perçoit des vibrations bizarres, elle doit commencer à réaliser que la famille de Peter n'est pas aussi innocente qu'elle en a l'air. Tout d'abord, avant même d'entrer dans la propriété, nous pouvons clairement voir qu'ils gardent toutes leurs fenêtres complètement fermées derrière des stores et des rideaux, même en pleine journée. On peut comprendre que certaines familles préfèrent avoir de l'intimité, mais c'est étrange qu'ils ne veuillent même pas laisser entrer un peu de lumière, surtout si on tient compte de tous leurs autres comportements bizarres. La plupart des gens ouvrent la porte d'entrée et se tiennent dans l'embrasure pour saluer leurs visiteurs. Quand la mère de Peter est venue saluer la prof, elle s'est avancée jusqu'au porche et a fermé la porte derrière elle, comme si elle ne voulait pas que la femme jette un coup d'œil à l'intérieur. Elle a également hésité quand on lui a demandé si elle était la mère de Peter, comme si elle voulait savoir pourquoi avant de répondre à la question. Puis, quand la femme a expliqué qu'elle était son ancienne hôte remplaçante, la mère de Peter a sauté sur l'occasion pour dire que les remplaçants ne faisaient généralement pas de visite à domicile. Au lieu de faire comme tout le monde, c'est-à-dire se présenter et dire quelque chose comme « Enchantée ». Ce qui est encore plus étrange, c'est quand Mademoiselle Divine a dit qu'elle venait le voir personnellement. Au lieu de lui demander ce qui n'allait pas comme le ferait un parent inquiet, elle a immédiatement essayé de changer de sujet, en disant qu'elle avait elle-même été enseignante, comme si ça lui donnait une certaine crédibilité. Pendant toute la conversation, elle n'a pas demandé une seule fois pourquoi la prof pensait que Peter n'allait pas bien. Et elle a constamment pris du temps pour répondre aux questions, ce qui est un signe certain que la personne veut gagner du temps pour réfléchir à la meilleure réponse. Enfin, après que Mademoiselle Divine lui ait remis le dessin, elle s'est tout de suite lancée sur l'imagination débordante de son fils, alors qu'un parent inquiet poserait des questions sur les autres comportements troublants qu'il manifesterait à l'école. À la fin de la conversation, il n'y a pas eu de merci d'être venu ou de enchanté de vous avoir rencontré. Elle a simplement fermé et verrouillé la porte au nez de cette femme, qui avait traversé la ville entière pour venir s'assurer personnellement de la santé de son fils. Les signaux d'alarme s'accumulent, mais en l'absence de preuves tangibles de maltraitance, Mademoiselle Divine ne peut malheureusement pas faire grand-chose pour l'instant. Elle devrait néanmoins retourner à l'école et faire part au personnel d'orientation ainsi qu'au directeur de ses inquiétudes et des comportements étranges qu'elle a remarqués chez Peter et ses parents. De cette façon, les conseillers scolaires pourraient prendre les mesures appropriées pour suivre Peter et demander l'intervention des autorités locales s'ils le jugeaient nécessaire. La femme monte immédiatement en trombe à l'étage pour confronter Peter au sujet du dessin, et elle exige de savoir pourquoi il demande de l'aide à des inconnus. Il insiste que ce n'est pas le cas, mais marmonne dans un souffle qu'elle le fait en parlant de la voix qu'il a entendue de l'autre côté du mur. Sa mère l'entend et se retourne rapidement pour lui demander ce qu'il veut dire. Mais Peter refuse de s'expliquer, et elle l'avertit que son imagination va lui attirer des ennuis s'il ne fait pas attention.
Cette nuit-là, peu avant 1 h du matin, Peter entend de nouveau frapper à la porte et la voix de la petite fille lui demande de se réveiller. Elle lui dit de ne pas avoir peur et affirme qu'elle veut seulement parler. Mais le garçon lui dit de se taire et insiste sur le fait qu'elle n'est pas réelle. Pourtant, la voix continue de faire pression sur lui et elle lui dit qu'il a l'air d'avoir besoin d'un ami, mais promet de s'en aller si c'est ce qu'il veut. Il cède à la pression, s'excuse et lui demande de rester pour qu'il puisse parler. Mais ce sera sa plus grosse erreur. Le lendemain à l'école, tous les enfants sont en train de peindre des citrouilles pour Halloween. Et Peter reçoit une attention particulière de la part de Mademoiselle Divine, qui trouve que sa citrouille Hector est la plus jolie de la classe. Cette brute, Brian, remarque à quel point il est fier de sa citrouille. Cet après-midi-là, Brian arrive derrière Peter et le bouscule. Il écrase Hector et le piétine en long et en large sur la place de jeu. Ça fait une victime et il en reste 8. Ce soir-là, la voix revient et demande à Peter pourquoi il est si triste. Il lui avoue qu'il a eu des problèmes avec des brutes et elle l'encourage à tenir tête à Brian pour que ça ne se reproduise plus. Au matin, la mère de Brian oblige celui-ci à rapporter à Peter une misérable citrouille en remplacement et tous les autres enfants se moquent de lui alors qu'il est obligé de s'excuser. Mais ça ne suffit pas à Peter qui entend maintenant la voix de la fillette dans sa tête et il est sur le point de laisser ses pensées intrusives prendre le dessus. Après l'école, Peter surprend Brian dans le couloir et celui-ci ne se méfie de rien. Peter décide qu'il est temps de venger Hector. Après l'avoir suivi jusqu'à la cage d'escalier, il pousse Brian par derrière et l'envoie voler jusqu'au bas de l'escalier où il se casse brutalement la jambe. Il se trouve que Peter a vraiment eu du cran là. Mais dès qu'il voit les conséquences de ses actes, il est complètement horrifié. Quand la direction de l'école découvre ce qu'il a fait, il est définitivement renvoyé. De retour à la maison, le père de Peter est franchement furieux et il le gronde en lui disant qu'ils ne l'ont pas élevé pour qu'il résolve ses problèmes par la violence. Sa mère finit par révéler la vérité à son mari à propos du dessin. Et quand Peter essaie d'expliquer qu'il a vraiment entendu la voix de la fillette, son père se fâche encore plus et décide qu'il est temps pour lui d'être puni. Mais il ne se contentera pas d'aller dans sa chambre. Il ira à la cave. Et c'est là que les choses prennent une tournure encore plus inquiétante. L'homme pousse le frigo et révèle une étrange petite porte avec un cadenas à l'extérieur. Il ordonne à Peter d'entrer. L'endroit ressemble à un donjon de torture avec des toiles d'araignée partout et un lit de fortune fait de palettes au milieu. Sa mère lui promet qu'ils font ça parce qu'ils l'aiment, avant d'éteindre les lumières et de le laisser là, piégé, sans possibilité de sortir. Horrifié, Peter appelle la petite fille, mais il n'obtient aucune réponse et reste seul à pleurer dans l'obscurité. Au bout d'un moment, il décide de regarder autour de lui et trouve une chaîne attachée à une trappe cachée sous les palettes. Il les retourne et découvre une grille métallique qui recouvre une partie encore plus cachée du sous-sol. Et quand il regarde au fond, il voit une dentition blanche et brillante qui lui sourit. Ok, on est dans la merde. Être des parents surprotecteurs, c'est une chose. Mais enfermer Peter dans un donjon au sous-sol, faut être complètement détraqué. Et en plus, c'est un crime. Il est temps pour cet enfant de trouver un moyen de s'échapper ou de se défendre avant que les choses n'empirent. Comme il s'agit d'un enfant de 8 ans qui affronte 2 adultes, la meilleure stratégie consiste à s'enfuir sans chercher la confrontation. Mais la seule porte de sortie est verrouillée et bloquée par un frigo. Il va donc devoir faire preuve de créativité. Si c'était moi à la place de Peter, ma première idée serait d'attraper cette échelle en bois et d'essayer d'ouvrir toutes les fenêtres à la recherche d'une faille. C'est pas gagné, mais c'est aussi la solution la plus simple. Et donc je voudrais d'abord écarter cette option avant d'essayer autre chose. Il y a de fortes chances qu'aucune de ces fenêtres ne soit déverrouillée. Mais s'il vérifiait, il devrait trouver quelque chose dans ce sous-sol qu'il pourrait utiliser comme outil pour contourner le revêtement métallique et casser une vitre. Mais ça pourrait faire beaucoup de bruit. Alors s'il choisit cette solution, il vaudrait mieux attendre la nuit. De cette façon, il saura que ses parents dorment et ça réduirait les risques qu'ils entendent quelque chose ou qu'ils descendent le voir et le prennent sur le fait. Si les fenêtres ne fonctionnent pas, la seule option qui lui resterait serait de sortir par le même chemin que celui par lequel il est entré. Si c'était moi à la place de Peter, j'essaierais d'utiliser des objets du sous-sol que je placerais sur le lit pour faire croire que j'y étais allongée. Ensuite, j'attendrai qu'il vienne me voir et je me cacherai quelque part hors de vue, comme à l'intérieur de ces vieilles armoires ou même dans l'obscurité juste à côté de l'escalier. Une fois qu'il serait distrait par la tromperie, je remonterai les escaliers aussi vite que possible en espérant que tout aille pour le mieux. Bien sûr, il devra encore trouver un moyen de sortir de la maison et de contacter la police. Mais il doit d'abord sortir de la cave avant de pouvoir faire quoi que ce soit d'autre. Alors optons pour les petites victoires ici et prenons les choses étape par étape. Peter n'est peut-être pas encore prêt à frapper ses parents, mais s'il décide de le faire, alors il peut facilement modifier son plan de se cacher et courir en stratégie de trouver une arme, se cacher et sauter sur eux. Cette stratégie pourrait se retourner contre lui si elle ne fonctionnait pas. Mais si l'alternative c'est de passer plus de temps dans leur donjon de punition, nous devrions envisager toutes les options possibles.
Sortir de là par tous les moyens devrait être la priorité numéro 1 pour Peter. Donc si ça signifie que ces cinglés doivent se prendre un bon coup de planche dans les jambes par derrière, alors c'est un risque qui vaut la peine d'être pris. La mère de Peter ouvre à nouveau la porte devant la prof et abrège la conversation comme d'habitude. Mais au moment où elle s'apprête à rentrer, son père arrive et invite Mademoiselle Divine à prendre un café. Nerveuse, bien qu'elle ne sache pas encore exactement pourquoi, elle le suit à l'intérieur et prend place à la table de la cuisine pendant que la mère ferme la porte d'entrée à clé juste derrière eux. Mademoiselle Divine demande ce qu'il prévoit pour le retour à l'école de Peter, et le père répond qu'ils vont désormais lui faire l'école à la maison. Inquiète, elle suggère qu'il cherche une autre option qui puisse répondre à ses besoins. Mais ils disent qu'ils n'ont pas l'intention d'envoyer leur fils ailleurs. Elle constate que le garçon n'est nulle part en vue. Elle leur demande où il est et il lui explique qu'il a été puni. Quand elle demande à le voir, les parents deviennent immédiatement hostiles et la mère exige de savoir pourquoi elle continue à se présenter chez eux et elle insiste sur le fait qu'elle ne ferait jamais rien qui puisse nuire à son fils. Au même moment, Peter entend le remue-ménage et commence à frapper à la porte cachée. Mais la machine à laver se met en marche au même moment et couvre ses appels à l'aide. Mademoiselle Divine pense avoir entendu quelque chose, mais décide de s'en aller avant que la situation ne s'aggrave. Au moment où elle s'en va, la machine à laver s'arrête brièvement et elle entend encore une fois les coups qui viennent de la cuisine. Elle se retourne et manque de tomber sur le père de Peter qui se tient juste derrière elle, un marteau à la main. Elle l'interroge sur le bruit, mais il répond qu'il s'agit simplement de la machine à laver, qui se remet en marche juste à ce moment-là. Elle n'a pas d'autre choix que de quitter la maison. Elle s'assoit dans sa voiture pour essayer de rassembler ses esprits. Tout à coup, elle se rend compte qu'elle a perdu ses clés de voiture. Et pendant qu'elle les cherche, le père de Peter se présente à la fenêtre pour les lui rendre. Et il la regarde d'un air effrayant pendant qu'elle s'éloigne. Plus tard, la mère de Peter descend au sous-sol pour lui apporter des petits gâteaux et lui dit qu'il peut enfin sortir. Pendant qu'elle lui donne un bain à l'étage, son père arrive et lui demande quelle leçon il en a tiré. Peter répond qu'il doit grandir et arrêter de mentir et de faire des cauchemars. Ils lui disent qu'ils l'aiment et qu'ils le pardonnent. Et son père l'informe qu'il ne retournera plus à l'école. Ses parents le mettent au lit tout en plaisantant sur la situation. Comme s'ils ne l'avaient pas banni dans le royaume des ombres la veille. Et ils ferment la porte. Mais dès qu'ils sont partis, Peter allume la lumière, se dirige vers le mur et frappe 3 fois dessus. Bien évidemment, la fillette frappe à son tour. Elle lui dit qu'elle s'inquiétait pour lui. Il lui explique qu'il n'était pas là parce que ses parents l'avaient enfermé dans la cave. Et elle lui dit qu'il doit être très prudent, parce qu'ils ne sont pas aussi innocents qu'ils en ont l'air. Peter répond qu'il veut la voir. Mais la petite fille lui dit qu'elle est restée trop longtemps dans le mur et que son apparence l'effraierait. Il promet de ne pas crier, et elle lui dit qu'il y a un trou derrière le papier peint. Et l'encourage à y jeter un coup d'œil. Peter décolle le papier peint, trouve le trou dont elle a parlé, mais il ne voit que du noir à l'intérieur. Il saisit une petite balle et la fait rouler jusqu'à l'autre côté. Tout à coup, un œil apparaît et il regarde fixement. Et il recule en rampant, horrifié. Après avoir repris son souffle, Peter demande à la petite fille qui elle est. Et celle-ci lui répond qu'elle est en fait sa sœur. Elle est là depuis des années et attendait patiemment qu'il soit assez grand pour pouvoir déplacer l'horloge de la chambre de ses parents et ainsi dégager la porte par laquelle elle pourra s'échapper. Peter avoue qu'il a peur, mais elle lui répond qu'il devrait plutôt avoir peur parce que leurs parents sont méchants et que bientôt, ils se retourneront contre lui aussi. Terrifié, il saute dans son lit, se cache sous la couverture et essaie d'oublier ce qu'il vient de voir. Peter se réveille au milieu de la nuit quand il entend des coups violents frapper à la porte de sa chambre. Il se redresse dans son lit, appelle nerveusement sa mère, mais il n'y a pas de réponse. Et la poignée de la porte commence à bouger comme si quelqu'un essayait d'entrer. Finalement, la porte s'ouvre lentement. Et bien qu'il semble qu'il n'y ait personne, il peut voir que la porte de la chambre de ses parents est également ouverte à l'autre bout du couloir. À ce moment-là, une silhouette passe et disparaît rapidement. La lumière de la chambre de ses parents s'éteint et le couloir est plongé dans l'obscurité. C'est alors qu'il entend la voix de son père dans le coin de la pièce. Il se retourne et voit l'homme debout dans l'ombre avec un sourire inquiétant et des yeux qui s'ouvrent et se referment rapidement. Il se retourne et voit sa mère debout dans l'embrasure de la porte, avec l'air d'être complètement possédée. Tout à coup, elle se précipite sur lui, bondit derrière son lit et l'attrape par la tête. Le garçon se réveille en sursaut et tombe directement dans les bras de sa mère. Il réalise que c'est le matin. Elle le rassure et lui dit que ce n'était qu'un cauchemar. Mais il a formellement décidé qu'il ne pouvait pas leur faire confiance. Et il fait semblant de ne pas se souvenir de ce dont il a rêvé. La nuit suivante, la fillette dit à Peter qu'ils l'ont enfermée derrière le mur parce qu'il la trouvait moche quand elle est née. Elle pense qu'ils vont la tuer une fois qu'ils en auront assez d'elle et qu'ils mettront Peter à sa place. Peter insiste sur le fait qu'il ne ferait jamais ça. Mais elle dit qu'elle peut lui prouver que si. Et que la preuve est enterrée dans le jardin à l'arrière. Le matin, Peter sort et commence à creuser un trou dans le champ de citrouille familial. Il finit par heurter quelque chose de dur et se rend compte avec horreur qu'il s'agit d'un crâne humain qui est enterré là.
À ce moment-là, sa mère le surprend par la fenêtre de sa chambre, mais il parvient à recouvrir le crâne juste à temps. Il fait croire qu'il voulait juste sculpter une citrouille. Elle se retourne pour rentrer, mais se doute qu'il commence à les cerner. À l'étage, sa sœur explique qu'une année, le soir d'Halloween, elle s'est glissée jusqu'à la porte pour demander à un des enfants venus chercher des bonbons de l'aider. Mais quand ses parents l'ont découvert, ils ont tué la fillette et l'ont enfermée dans le mur. Peter promet qu'il va la sortir de là et lui dit qu'il connaît quelqu'un qui peut l'aider. Pendant que sa mère est occupée dans la cuisine, Peter se faufile dans la chambre de ses parents et utilise le téléphone pour appeler sa prof. Quand elle décroche, il murmure qu'il a besoin de son aide, mais sa mère apparaît tout à coup dans la pièce juste derrière lui. Le téléphone sonne à nouveau et cette fois-ci elle répond et essaie de brouiller les pistes. Elle lui dit que son fils s'ennuyait de sa maîtresse et qu'il voulait lui dire au revoir, mais qu'il s'est montré timide et a raccroché brusquement. Furieuse, elle entraîne Peter dans sa chambre où elle remarque enfin le trou dans le mur. Elle comprend qu'une nouvelle étape est franchie et elle exige de savoir ce que la fillette lui a dit. Elle décide rapidement que ça n'a pas d'importance et affirme que tout ce qui se passera maintenant sera de sa faute. Et elle lui dit d'attendre que son père rentre de la maison. Ok, ce gamin vient de rater sa meilleure occasion de s'enfuir. Tout d'abord, dès qu'il a trouvé ce crâne dans le jardin, il aurait dû le ramasser comme preuve, se glisser dans un des trous de la clôture ou sauter par-dessus en utilisant la chaise près de la remise et s'enfuir pour sauver sa peau. Nous savons que ses parents verrouillent les portes de la maison avec une clé pour qu'il ne puisse pas s'échapper, ce qui signifie que sa seule véritable chance de sortir de là, c'est quand il se trouve dans le jardin sans surveillance. Le dernier endroit où il souhaiterait se retrouver, c'est dans le sous-sol. Il aurait donc dû profiter de cette opportunité pendant qu'il en avait l'occasion. Quand il a décidé d'appeler à l'aide, il était manifestement inquiet en voyant sa mère débarquer et le trouver avant qu'il n'ait pu faire comprendre son point à l'enseignante. Dans cette optique, ce qu'il aurait dû faire ici, c'était de glisser rapidement un meuble devant la porte, s'il était assez fort, et de se barricader dans la pièce afin que la femme ne puisse pas entrer. Certes, Mademoiselle Divine est formidable, mais avant de l'appeler, il aurait sans doute été préférable d'appeler la police. Je veux dire, après tout, qu'est-ce que sa maîtresse est censée faire quand elle arrivera? Elle n'a pas le pouvoir de faire irruption dans la maison et de le libérer, mais la police a certainement ce pouvoir. S'il parvient à les convaincre par téléphone que sa vie est réellement en danger, il ne lui faudra qu'une seconde pour leur expliquer que ses parents l'enferment dans un donjon au sous-sol, qu'une personne vit dans les murs et que le squelette d'une fillette morte se trouve dans le jardin. L'essentiel serait de garder la conversation suffisamment brève pour que sa mère ne sache pas que la police est en route, puis de courir vers la porte d'entrée en criant à l'aide aussi fort que possible au moment où ils se présenteront. Bien sûr, il y a toujours la possibilité que ses parents se défilent, mais s'il pouvait convaincre les officiers de jeter un coup d'œil, il n'aurait qu'à leur indiquer la direction du sous-sol et tout ce cauchemar serait terminé. Cette nuit-là, la fille l'appelle à nouveau et lui dit qu'il doit faire quelque chose avant que les parents ne les tuent tous les deux. Il se faufile dans l'escalier et voit sa mère expliquer à son père ce qui s'est passé. Mais tout à coup, il remarque qu'il les observe et son père le poursuit jusqu'à sa chambre. Au lieu de s'énerver, il dit calmement qu'à son retour le lendemain, Peter devra l'aider à faire quelque chose dans le jardin. Il laisse le garçon seul dans sa chambre et lui souhaite une bonne nuit. Le lendemain, Peter constate que son père a creusé un trou à l'endroit même où il avait trouvé le crâne, mais il n'y a plus aucune trace de corps. L'homme explique que la terre pourrie tue leur jardin, et il lui fait creuser le trou plus profondément afin qu'il puisse y enterrer les citrouilles abîmées. Pendant qu'il travaille, une camionnette s'arrête devant la maison. C'est Brian et 3 de ses cousins, et on dirait qu'ils ont quelque chose de prévu. Mais ce que personne ne réalise, c'est que Peter aussi a prévu quelque chose. Quand la famille s'assoit pour le dîner, son père fait remarquer qu'il y a un goût un peu différent dans leur soupe au potiron. Bien que sa mère dise qu'elle n'a rien changé à la recette. Ça sent la cannelle. Quant à Peter, il n'a pas touché à sa soupe. La vérité, c'est que ce soir, Peter avait faim de quelque chose d'autre. Il avait faim de vengeance. Quand ils se rendent compte de ce qui se passe, il est déjà bien trop tard. Peter a mis de la morora dans leur soupe. Et au moment où son père se lève et crie d'appeler le 911, il se tord de douleur et vomit du sang sur la table de la cuisine avant de s'effondrer sur le sol. Mort. Ça fait 2 victimes et il en reste 7. Peter sort de la cuisine en courant et sa mère saisit un couteau et se lance à sa poursuite. Elle parvient à le rattraper dans les escaliers, mais le poison finit par faire son effet et elle commence à vomir du sang elle aussi. Peter saisit l'occasion pour lui donner un coup de pied au visage et la fait dégringoler au bas des escaliers, où elle atterrit, le couteau planté dans la poitrine. Il se penche pour prendre ses clés et dans son dernier souffle, elle avertit Peter de ne pas laisser sortir sa sœur avant de mourir de ses blessures. Ça fait 3 victimes et il en reste 6. Peter court à l'étage et se rend directement dans la chambre de ses parents où il entend la fille lui chuchoter derrière l'horloge de grand-père. Il fait tomber celle-ci qui se brise en morceaux et il découvre une petite porte verrouillée derrière. À la demande de la petite fille, il déverrouille la porte et s'éloigne rapidement. Mais ce ne sera pas les retrouvailles entre frères et sœurs auxquelles il s'attendait. La porte s'ouvre lentement et une paire d'yeux blancs apparaît dans l'obscurité.
Terrifié, il sprinte jusqu'à la chambre et claque la porte tandis que la voix amicale se transforme en rire démoniaque. La créature tend une pâle griffe, prête à se venger. Au bout d'un moment, la créature commence à essayer d'entrer dans sa chambre. Elle jette un coup d'œil sous le cadre de la porte et lui demande ce que ça lui a fait de voir ses parents mourir. À ce moment-là, on frappe à la porte d'entrée. C'est Brian et ses cousins qui cherchent à attaquer Peter, mais ils n'ont aucune idée de ce qui les attend. La porte s'ouvre lentement et les brutes entrent prudemment. Ils ne trouvent pas Peter. Frustrés, ils décident de se défouler et cassent tout ce qui se trouve dans la maison. L'un d'entre eux monte jusqu'à la chambre de Peter et commence à fouiller l'endroit à sa recherche. Et il finit par le trouver caché sous le lit. En bas, les autres remarquent les mystérieuses taches de sang, et Brian glisse même sur certaines d'entre elles et atterrit sur le dos au milieu de la pièce. C'est alors qu'une des brutes entend un bruit derrière elle. Elle se retourne et voit une énorme touffe de cheveux disparaître lentement derrière le piano. Tout à coup, une paire de mains démoniaques l'attrape par les chevilles et l'entraîne en dessous, ce qui fait 4 victimes, et il en reste 5. Quand ils l'entendent crier, les autres brutes commencent à s'inquiéter, et une petite porte sous l'escalier s'ouvre. Ils trouvent le corps de la mère de Peter caché à l'intérieur. À ce moment-là, la porte d'entrée se referme derrière eux, et tout le monde se retrouve coincé à l'intérieur. Terrifié, Brian ne peut que regarder quand un autre de ses cousins est soulevé jusqu'au plafond et claqué au sol avant d'être traîné dans un coin hors de vue, jusqu'à ce que mort s'ensuive. Ça fait 5 victimes, et il en reste 4. La créature tourne maintenant autour de Brian et parcourt les murs et le plafond tout autour de la pièce. Tout à coup, une araignée lui tombe sur la tête, et il recule en rampant et atterrit directement dans les bras de la sœur démoniaque de Peter. Ça fait 6 victimes, et il en reste 3. À l'étage, le dernier cousin entend des cris et va voir ce qui se passe. Mais quand il regarde en bas, il s'aperçoit que tous les autres sont déjà morts. En un clin d'œil, la créature s'approche de lui, rampe sur le mur et l'attaque. De dessous de son lit, Peter regarde la brute se faire projeter contre le mur à plusieurs reprises avant de disparaître dans un coin, sans sa tête. Ça fait 7 victimes, et il en reste 2. C'est alors que sa sœur sort de l'ombre et rampe sur les murs jusqu'à ce qu'elle arrive dans la chambre. Du haut de son lit et d'une voix démoniaque, elle explique que leurs parents l'ont enfermée dans la fosse de la cave à cause de son apparence difforme. Au fil des ans, elle est devenue jalouse de l'amour qu'ils avaient pour Peter, et elle a décidé de canaliser sa rage en perfectionnant ses pouvoirs d'araignée. Elle complote depuis le début pour qu'un jour elle puisse le piéger et qu'il la libère. Tout à coup, elle place la tête d'une des brutes à l'intérieur d'une citrouille et la dépose ensuite sur le sol devant lui, avant d'entraîner Peter dans la chambre de leurs parents et de l'enfermer à l'intérieur du mur. Ok, ça vient de prendre un tournant vers le pire du pire. Je déteste dire ça, Peter, mais on dirait que ta mère... Il se trouve que ta sœur n'avait pas vraiment les meilleures intentions sur ce qu'elle prévoyait de faire une fois libre. Qui aurait pu le deviner? Je veux bien te donner une chance parce que tu n'as que 8 ans, mais franchement, petit gars, c'est bien connu qu'on ne doit jamais devenir ami avec le globe oculaire qui se trouve derrière le mur, même si tes parents sont nuls. Il est clair que tu devais faire quelque chose à propos de tes parents parce qu'il était hors de question de retourner dans la cave. Mais tu aurais dû te demander si les empoisonner à mort c'était vraiment la meilleure idée, non? Je veux dire, si tout s'était déroulé comme prévu et que ta sœur était sortie du mur, parfaitement normale et sans aucune rancune, alors quelle aurait été la prochaine étape? Vous enfuir à la frontière et passer le reste de votre vie comme des fugitifs hors la loi? Parce que quand la police arrivera et retrouvera les corps, elle cherchera une explication. Et un meurtre reste un meurtre, même si c'était des psychopathes. C'est pas comme s'il n'y avait pas eu d'autres options. Il fallait juste être créatif, trouver un moyen de les piéger et de les assommer, ou simplement se faufiler dehors et aller chercher de l'aide. N'importe quoi aurait été une meilleure idée que la mort aura. Et encore, c'était même pas ta pire erreur. En parlant de se faufiler, pendant que tu étais occupé à te cacher sous le lit, tu as manqué une occasion parfaite d'utiliser les brutes comme bouclier de viande et de t'enfuir pendant qu'ils se faisaient tous tuer. Je comprends qu'il aurait été effrayant d'agir alors que ta sœur démoniaque rôdait dans toute la maison. Mais quelle était la meilleure option? Courir alors que tu en avais l'occasion pendant qu'il y avait d'autres personnes autour pour faire diversion, ou ne rien faire et attendre qu'elle revienne te chercher quand elle en aura fini avec les autres? Ça peut sembler un choix dangereux, mais une des règles de survie les plus importantes, c'est de savoir quand il faut faire fi de toute prudence et se fier à son instinct pour se mettre à l'abri. C'était le moment, Peter, mais tu as hésité. Et maintenant, il semblerait que tu doives en payer le prix. Si tu avais la chance de pouvoir sortir à nouveau de ce mur, tu ferais mieux de prendre des décisions plus intelligentes. Quand tu libères la créature du mur et que tu te retrouves dans une situation pire que celle dans laquelle tu te trouvais au départ, Peter, tu as merdé. Alors que tout espoir semble perdu, l'institutrice de Peter se présente à la porte d'entrée. Elle n'a pas du tout cru à l'histoire racontée par sa mère. Et maintenant, elle est prête à déclencher une intervention divine.
elle constate que la porte est déjà ouverte. Elle se dirige prudemment à l'intérieur, où elle entend une fille pleurer, et elle aperçoit une silhouette dans la cuisine. Elle remarque du sang sur le sol et la table, et sort immédiatement son téléphone pour appeler à l'aide. Mais c'est alors qu'elle voit la touffe de cheveux disparaître derrière le frigo. Tout à coup, la créature arrive par derrière, lui lacère la jambe et la fait tomber à terre. Elle sort de la pièce en rampant, et la créature la suit de près. Elle saisit un tisonnier pour se défendre, mais quand elle se retourne, la fille semble avoir disparu. L'enseignante tente de sortir par la porte d'entrée, mais elle se rend compte qu'elle est enfermée à l'intérieur. C'est alors que de l'étage, elle entend Peter lui crier de s'enfuir. Mais elle ne veut pas l'abandonner. Elle monte prudemment les marches, sans remarquer l'ombre de la créature qui rampe au plafond juste au-dessus d'elle. Elle entre dans la chambre de Peter, voit la main du garçon se tendre à travers le trou dans le mur et se précipite pour l'aider. À ce moment-là, la créature s'élance sur le sol dans leur direction, mais elle referme la porte juste à temps et la bloque avec la commode. Cette solution ne marche pas longtemps, parce qu'à la place, la fille décide de s'en prendre à Peter dans le mur. Il se rend compte qu'elle arrive, et c'est alors que Mademoiselle Divine lui dit de reculer. Elle frappe dans le mur avec son tisonnier et fait un trou juste assez grand pour qu'il puisse passer à travers. Ils attrapent les clés, descendent en courant et sortent par la porte d'entrée. Mais quand elle se retourne, elle s'aperçoit que la créature tient Peter par la tête. Elle l'entraîne à l'intérieur de la maison et lui claque la porte au nez. Ok. Non mais c'est pas vrai! Après tout ça, alors que la ligne d'arrivée n'était plus qu'à quelques centimètres, cette femme a vraiment couru devant en laissant le gamin derrière elle. C'est juste incroyable! Que tu tiennes ou non à sa survie, le fait de le faire sortir du mur pour le laisser ensuite se faire capturer à nouveau signifie que t'es obligé de mettre ta vie en danger une deuxième fois et de retourner dans la maison pour un deuxième round avec l'araignée démoniaque. Le pire, c'est qu'elle va savoir que tu viens. Et si c'était moi à ta place, j'aurais délicatement fait voler ce gamin dans le jardin comme un ballon de foot avant que la créature n'ait une chance de l'attraper à nouveau. Ça veut dire que je l'aurais éloigné le plus rapidement et le plus efficacement possible de son terrain de chasse. Ils devraient déjà être en voiture en route pour le marchand de glace. Pour oublier leur traumatisme, ils mangeraient des cônes de glace surmontés de billes arc-en-ciel. Mais on dirait que c'est pas pour tout de suite. Espérons que Mademoiselle Divine fera de meilleurs choix cette fois-ci. Peter se réveille au fond de la cave. La dentition qu'il avait vue plus tôt s'avère être celle d'un ours en peluche avec le nom de Sarah écrit sur son étiquette. Tout à coup, la créature apparaît et se glisse dans le trou avec lui. Elle se penche tout près et révèle son horrible visage. À ce moment-là, Peter entend sa maîtresse arriver et l'appeler. Mais le monstre lui couvre la bouche pour qu'il ne puisse pas crier. Mademoiselle Divine descend lentement les escaliers et quand elle arrive en bas, la fille surgit de la fosse, l'attrape par la jambe et la fait tomber au sol. Au moment où elle se penche pour la tuer, Peter s'accroche aux cheveux de la créature, la tire vers l'arrière et s'en sert pour remonter à la surface. Avec l'enfant qui retient la créature, Mademoiselle Divine frappe celle-ci avec le tisonnier et la renvoie dans la fosse qu'elle referme rapidement. Ok, il faut qu'ils en finissent tant qu'ils en ont l'occasion. La créature est officiellement dans la fosse. Et c'est un bon début, mais quand on a affaire à quelque chose comme ça, ce n'est qu'une bataille de gagner, mais la guerre n'est pas encore finie. Et je pense que vous voyez ce que je veux dire. On dirait que cette chose pourrait facilement atteindre le loquet et se libérer dès qu'ils auront tourné le dos. Ne pas l'enlever maintenant signifie seulement qu'elle attendra l'occasion de s'en prendre à eux ou de causer encore plus de dommages effroyables une fois qu'elle sera libre. Et elle sera libre un jour, il n'y a pas de doute à ce sujet. C'était peut-être sa sœur autrefois, mais cette créature n'est plus sa sœur. En plus, elle a tué plusieurs personnes à présent. Alors, je dirais qu'ils ont tout à fait le droit de faire ce qui doit être fait. Avec son corps comme preuve, il pourrait même être en mesure de raconter l'histoire aux flics et de mettre les meurtres des parents sur le dos du monstre, ce qui permettrait à Peter de s'en tirer à bon compte. Une chose est sûre, s'ils partent maintenant sans avoir terminé le travail, ils commettraient une énorme erreur. Alors qu'il s'enfuit, la fille l'appelle avec sa voix habituelle, et elle le supplie de la laisser partir. Mais quand il refuse, elle change à nouveau de voix et dans un grognement, elle lui dit qu'un jour elle s'échappera et que ce jour-là, il sera sa première cible. Ça fait 8 victimes et il reste 2 survivants. Mademoiselle Divine finit par adopter le garçon. Et au début, tout semble aller pour le mieux jusqu'au jour où il se réveille dans son lit et voit la porte de sa chambre s'ouvrir. Il voit les cheveux de la créature traîner sur le sol. Il saute rapidement du lit et claque la porte. Quand il se retourne, il voit ce qui semble être les cheveux de sa sœur dépassés dessous les draps. Mais quand il enlève les draps, la vision a disparu. Tout à coup, la créature se lève juste derrière lui. Il se retourne horrifié et réalise qu'elle est revenue pour lui. Mais que feriez-vous si vous découvriez que vos parents étaient fous, qu'ils avaient tué l'aîné d'un de vos frères ou sœurs et qu'ils l'avaient en quelque sorte banni à l'intérieur des murs de votre maison ? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Merci beaucoup d'avoir regardé. Laissez un like, abonnez-vous et consultez la playlist de Comment battre pour d'autres vidéos comme celle-ci. Et avant de vous quitter, j'aimerais que vous fassiez une chose pour moi. Passez une excellente journée!